Place au parti pris. Route, Dominique, vous restez autour de la table et c'est Amnous Chalmani qui nous rejoint pour son parti pris international. Bonsoir Amnous, mais c'est vous qui commencez Route parce qu'il faut aussi savoir se pencher sur certaines questions fondamentales induites par la canicule. Et en voici une. Le short au bureau va-t-il devenir la norme ? Regardons cette image d'un député qui était en short aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, pas dans l'hémicycle, voilà. Mais dans ce qu'on appelle la salle des 4 colonnes. Il s'agit d'Arthur Delaporte, député socialiste. Vous avez reçu plusieurs fois, c'est sûr, sur ce plateau. On voit quand même qu'il a envie de partir vite de la salle des 4 colonnes, vous voyez, parce qu'il était dans son bureau et il n'était pas dans l'hémicycle comme ça, il a été surpris en réalité. Mais c'est vrai que Yaël Braun-Pivet aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, a levé l'obligation plutôt de la veste et de la cravate dans l'hémicycle. Donc il y a eu une petite décontraction qui s'est imposée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Donc voilà, ça pour moi c'est du bon sens. C'est du bon sens que, évidemment, on s'adapte, c'est ce qu'on disait, et qu'on puisse s'habiller de façon correcte et en même temps adaptée à la canicule. Mais les tongs, le bermuda, le croc-top, à la place d'un costume léger ou d'une robe, moi j'ai du mal. Voilà. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, quel est le raisonnement de ceux qui le défendent en quelque sorte ? C'est normal, il fait 40 degrés. Et ça fait terriblement débat, parce que c'est plutôt les cadras et les quinquas qui sont souvent des managers et qui ont souvent en face d'eux des générations Z, c'est-à-dire 15 à 30 ans, pour lesquels c'est pas une question. Parce que qu'est-ce qui est un problème pour ce jeune salarié qui a vécu le confinement, le télétravail, qui a fait ses cours en visio, qui a commencé sa carrière en jogging quasiment ? Bon. C'est pas péjoratif, c'est naturel, c'est un phénomène, c'est un phénomène de société. Et c'est vrai que depuis les années 50, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En 70, on est venu en jean au bureau, en 90, on a enlevé la cravate. C'était des gestes assez politiques, qui étaient des gestes un peu anticonformistes, anti-hiérarchiques. Aujourd'hui, c'est intéressant, c'est que la décontraction vestimentaire, elle est plutôt, elle n'est pas une revendication ou une contestation. Elle est une demande de bien-être, de confort. Regardez ce que nous a trouvé Maxime Fragnol et Marion Villette, ce que nous ont trouvé de témoignages. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, désormais, à cause des canicules, à l'hôpital, en tant que médecin, j'ai décidé de porter des shorts. Voilà, ça y est, c'est dit, j'ai balancé, la bombe est lâchée. Voilà, je vous laisse reprendre un peu vos émotions, moi aussi. J'ai bien conscience que pour vous, c'est aussi un bouleversement. Voilà, il le prend avec humour, il l'annonce, c'est plutôt une jolie couleur. Bon, très bien. Mais c'est pas aussi anecdotique qu'il y parle. Non, pas du tout, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu ce que raconte le sociologue Gilles Lipovetsky. Il parle de l'hyper-individu contemporain et qui considère son corps et son apparence comme un territoire souverain. Toucher à sa tenue, c'est toucher à son identité. Donc en fait, vous n'avez pas à intervenir sur ma tenue, ça m'appartient et je n'ai pas à me conformer. C'est pas une question politique, c'est une question physique et de souveraineté personnelle, disons. Et d'ailleurs, après tout, un homme ou une femme en tenue légère et décontractée, c'est effectivement pas moins compétent qu'un homme en costume cravate et une femme en tailleur. Mais pourquoi ça me pose question ? Je veux pas juger et je déciderai pas pour les gens. Mais voilà ce que j'observe. C'est pas la compétence qui est en jeu. C'est la convention sociale, respectée par tous. C'est la tenue qui signale qu'on connaît les codes et qu'on accepte ensemble un contrat implicite. Parce que le bureau, c'est une scène de théâtre. C'est un vêtement, c'est un rôle. Et c'est vrai que c'est hypocrite, c'est arbitraire, c'est complètement... Et c'est vrai que c'est un peu hypocrite. C'est encore plus hypocrite dans les entreprises dans lesquelles on valorise, vous savez, l'authenticité, sois toi-même, viens comme tu es. Enfin, vous connaissez tous ces slogans. Mais n'empêche que ce code, il est nécessaire.
Il a une fonction de coordination sociale. Il est un peu comme l'uniforme à l'école. Il efface les différences sociales et physiques. Et souvent, l'absence de ce dress code implicite, qui doit être encore correct, mais évidemment que chacun décide. Mais en fait, il creuse l'écart social. Parce que les directeurs, les chefs, eux, ils savent qu'ils ne vont pas être contestés. Ils vont s'afficher en basket. Ce médecin qu'on a vu, c'est un médecin. C'est pas un infirmier. C'est pas un aide-soignant. C'est pas pareil. À l'intérieur de l'hôpital, il sait qu'il va pas être jugé, il peut le faire. Mais une infirmière qui va venir en short, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si vous voulez, un junior, une alternante, une tenue correcte, c'est une forme de protection. Elle s'intègre au collectif. Parce qu'il faut pas croire. La hiérarchie regarde aussi. Et puis, pour aller un peu plus loin, il y a des différences entre hommes et femmes. Le Bermuda, bon, voilà, on l'a vu, il était rouge, il était joli. Alors là, on se dit, est-ce qu'il est compétent, Bermuda? Bon. Mais les femmes en crop top ou en robe trop courte, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça suscite comme commentaire? La séduction, la décence, le message. Donc ça va pas du tout, parce qu'en fait, la charge physique de la chaleur, c'est la même. Mais la charge sociale n'est pas la même. Donc c'est pour ça que je veux dire... Sauf qu'elles peuvent porter des Bermudas. Le Bermuda est un vêtement féminin relativement anodin. Absolument, mais moi je parle de vêtements tout à fait présentables. Encore une fois, j'ai précisé le short, les tongs et les croc-tops. Vous voyez, c'est quand même une catégorie un peu spécifique. Alors on peut dire ça doit changer. Il y a des pays dans lesquels ça a changé. Les patrons de la tech américaine ont montré l'exemple. Mais je vais vous dire, je pense que c'est pas parce qu'on est en open space qu'on se tutoie tous que les choses changent. La tenue reste l'un des derniers territoires où la norme est visible. Alors elle peut être levée, mais comme les autres repères, ne croyons pas qu'ils ont disparu parce qu'on adopte des comportements apparemment plus libres. Amnous ? Je trouve ça très juste. Tout le développement de route est vraiment intéressant. Le seul bémol, c'est que c'est un sujet sur justement le corps des femmes et les tissus qui le recouvrent, sur lesquels j'ai énormément réfléchi. Et c'est quelque chose qui m'avait choqué arrivé en France et qui continue à me choquer peut-être un peu moins, qui est cette idée qu'une intellectuelle, quand une femme se dit intellectuelle, elle doit ressembler à un homme. C'est qu'une femme intellectuelle avec du rouge à lèvres ou des robes, je dis pas ça parce que j'ai toujours du rouge à lèvres et souvent des robes, mais avec des bijoux, etc., il y a toujours une espèce de suspicion. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite dérangée, parce qu'évidemment, ça là-dessus, c'est évident que c'est un traumatisme que j'ai ramené d'Iran, où justement la femme féminine, singulière, avec ses bijoux, ses cheveux, etc., basculait tout de suite dans le camp, disons-le, de la prostituée. Donc vraiment, cette image extrêmement négative, et où son corps est un corps public et autorisé, parce qu'elle ose le démontrer. Donc ça, c'est un problème, d'autant plus que j'ai l'impression que ça change, et que je me souviens d'une réunion d'un groupe trotskiste quand j'étais au lycée, et où j'avais les cheveux très longs, j'avais voulu prendre la parole, et le responsable m'avait coupé en disant tu auras le droit de prendre la parole quand tu te seras coupé les cheveux et que tu arrêteras de te barbouiller le visage de maquillage. Ça avait été, oui, parce que si vous regardez chez les militants, les femmes, vous remarquez par exemple pour Lutte ouvrière, que ce soit Arlette Laguillet ou la nouvelle candidate, elles ont les cheveux courts et ne sont pas maquillées. Et j'avais 16 ans, j'avais très très mal vécu, autant vous le dire. Dominique, il faut révéler que Dominique est aujourd'hui en tongs. Je ne sais pas si la caméra peut montrer que ce n'est pas vrai. Je suis globalement d'accord avec vous, mais j'ai une petite nuance. Vous avez dit la charge physique de la chaleur est la même. En fait, je ne crois pas. Je crois que selon les âges, selon les constitutions, selon les âges, certains ressentent différemment la chaleur. Oui. Et donc, je pense qu'un peu de souplesse sur le sujet est nécessaire. Puisque nous avions hier, à cet endroit, le débat sur le congé climatique, il me semble qu'un peu de souplesse sur les vêtements est préférable à la création d'un congé climatique général. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas être un peu souple. Je dis juste que aller trop loin me pose question, c'est tout. Et je pense que ça sert pas la personne. On est probablement tous d'accord pour avoir une admiration pour les policiers, tous ceux qui ont des tenues. On croise, il fait 35, 36, 37, qui sont habillés comme d'habitude, alors que nous, on a assoupli un peu les choses, et on a beaucoup d'admiration. Bon, pas uniquement les forces de l'ordre, bien sûr, mais tous ceux qui ont des vêtements un peu forcés.
Votre parti pris économique, Dominique, vous gardez la parole. Là aussi, on continue un peu sur le prolongement de la canicule, parce que vous nous dites qu'en matière de climatisation, comme en matière de ventilateurs, quand on regarde un peu au-delà des apparences, c'est la Chine qui est encore gagnante. Oui, vous savez, on sait depuis un certain temps que la climatisation, la ventilation a gagné la bataille culturelle. Les ventes de climatiseurs et de réfrigérants d'une manière générale ont spectaculairement grimpé ces dernières années et même ces derniers jours. En France, c'est un rush. On a les chiffres de 2025 qui sont déjà considérables et nettement supérieurs à ceux des années précédentes. Et au mois de juin, les ventes ont déjà triplé, nous apprend le lobby du secteur, l'organisation professionnelle du secteur, le GIFAM. On sait aussi, depuis le début de la semaine seulement, que la bataille politique est gagnée de la climatisation. On a vu les déclarations des écologistes qui ont fait un certain nombre de pas de côté et qui ont bougé. Restait une question, et vous la posez, qui gagne la bataille économique? Et là, malheureusement, on doit dire, c'est pas la France. Et alors, on pourrait dire c'est pas la France et c'est pas l'Europe. Non, c'est spécialement pas la France. Pourquoi ? Parce que quand on regarde un marché aussi considérable, 2 milliards de climatiseurs sont installés dans le monde. L'Organisation internationale de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie, dit en 2040, c'est-à-dire dans 15 ans, ce sera 4 milliards. C'est un marché absolument considérable. Et on sait que la France est plutôt en retard par rapport aux autres pays. Aux États-Unis, c'est 90% d'équipements. En Corée, c'est à peu près la même chose. Et quand on regarde les industriels, on va regarder ce tableau qui est absolument stupéfiant. Quels sont les principaux industriels de la climatisation en France ? Ils sont tous asiatiques. Alors, il y a 2 Chinois, Midea et ailleurs. On pourrait même en rajouter un troisième qui est Gree Electric. Vous avez 2 Japonais et 2 Coréens. Il n'y a pas un Européen et il n'y a pas un Français du tout. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est évidemment les coûts de production. Dans ces matériels, il y a beaucoup d'assemblage. Et donc, il y a beaucoup de force de travail ou de robotisation. Et donc, ça a été délocalisé pour cette raison. Et puis, la seconde raison, c'est tout bonnement que c'est l'Asie qui s'est climatisée le plus tôt avec les États-Unis. Mais l'Europe, c'est pas du tout climatisé depuis une trentaine d'années. Ça démarre simplement depuis 10 ans à peine. Et donc, c'est un marché que les industriels n'arrivaient pas à servir. Il n'y avait pas de marché tout simplement en France. Ce qui s'est passé, c'est que ces industriels asiatiques, chinois et asiatiques, se sont beaucoup installés en Europe de l'Est. Et notamment en Pologne. Pour fabriquer, pour produire. Pour fabriquer. Alors avec des pièces qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Asie, mais de l'assemblage en Pologne. Et la France, du coup, s'est retrouvée avec des industriels qui existent encore sur quelques niches, mais pas beaucoup de niches. Il y en a 3 principalement, Atlantique, Dietrich et Saunier Duval. Alors ce sont des noms qui fleurent la Vendée, qui fleurent l'Alsace, mais qui en réalité, malheureusement, ces toutes dernières années, voire ces derniers jours, sont passés sous des mains étrangères. Atlantique, celui dont on a beaucoup parlé, parce qu'il a été valorisé par Emmanuel Macron pour relancer la filière des pompes à chaleur, eh bien, il a été cédé par les familles qui se disputaient, propriétaires, aux Américains et aux Japonais. Et donc, Atlantique n'est plus du tout français. Derrière cette bataille, il y a une bataille presque technologique. Les Asiatiques sont très forts et ils ont pris un marché qu'on ne récupérera absolument jamais. C'est la pompe à chaleur air-air. Chacun voit de quoi il s'agit. On prend l'air à l'extérieur et on le pulse dans les pièces à l'intérieur. Les Français, notamment Atlantique, sont sur on ne sait pas si c'est une niche, mais c'est air-eau. Vous gardez vos radiateurs, mais ils deviennent froids. Voilà. Bon, et comme ça, c'est une méthode de climatisation. C'est ce qu'on appelle la PAC air-eau. Atlantique en fabrique 150 000 par an aujourd'hui et dit, ces derniers jours encore, nous avons une capacité de production de 300 000 par an. Mais qui va nous les acheter ? Alors le gouvernement a lancé un grand plan électrification, mais ce plan électrification, il fait bien attention et il pousse les filières air-eau pour ne pas encourager les Chinois. Voilà. Mais est-ce que ça va décoller ? Personne n'en sait trop rien. D'une manière générale, ça nous dit quand même que la France a perdu la fabrication d'industries qui se développent, comme la climatisation, et nous nous battons aujourd'hui sur 2 segments industriels
que nous espérons ne pas perdre, qui sont l'automobile. On sait que la bagarre est absolument phénoménale. Aujourd'hui, les industriels sont allés à Bruxelles pour dire aidez-nous et mettez des barrières contre les voitures chinoises hybrides. Et évidemment, c'est l'armement. L'armement, nous fabriquons en France. C'est il y a un gros chiffre d'affaires, c'est profitable, il y a énormément d'emplois, mais il faut évidemment se battre sur ces deux fronts-là. C'est un peu la difficulté. Mais je crois que nous ne sommes pas malheureusement, on peut être assez pessimiste sur la filière de la climatisation. Et bientôt, il y aura l'aviation civile aussi, parce que le C-19 chinois, qui est un peu l'Airbus A320, je crois, va faire son apparition sur le marché. Abnous, votre parti pris international, la guerre des mémoires entre l'Ukraine et la Pologne. Oui. Et là, quand on dit guerre, en tout cas, c'est une vraie bataille et il y a une vraie tension. Non, c'est une vraie guerre. La preuve, Volodymyr Zelensky n'ira pas en Pologne parler de la reconstruction de l'Ukraine. Ça fait étrange, non? Il préfère envoyer sa première ministre. Et c'est quand je comprends pas ce parti pris, je me dis s'il est possible de reconstruire des pays, il est quand même très compliqué de reconstruire des amitiés que l'histoire a piétinées. Et ça, c'est quelque chose qui revient depuis 80 ans entre l'Ukraine et la Pologne. Je m'explique. Vendredi dernier, le président polonais, le conservateur Karol Nawrocki, a retiré à Zelensky l'ordre de l'Aigle Blanc. C'est la plus haute distinction du pays, de la Pologne. Une décoration qui est vraiment loin d'être anodine, puisqu'elle avait été décernée à Zelensky en avril 2023. Et qui marquait mais vraiment la solidarité exceptionnelle entre les deux pays. C'était le moment où la Pologne recevait des millions d'Ukrainiens et donnait des armes sans compter à son voisin ukrainien. En réponse, Zelensky, panache ou orgueil, à vous de voir, a aussitôt renvoyé la fameuse médaille, puis dans sa foulée, son ministre des Affaires étrangères, son chef du renseignement et son ambassadeur à Varsovie, tous ont rendu leur décoration polonaise. Et pourquoi donc ce jeté collectif de médailles, parce que c'est vraiment à ça que ça ressemble, de médailles polonaises? Eh bien, fin mai, et je le dis déjà, je sens que je vais pas me faire que des amis, mais il faut toujours être honnête. On panthéonise Marc Bloch ce soir, il faut toujours regarder la vérité en face. Je pense que Zelensky a fait une énorme bourde. Il a baptisé fin mai une unité militaire ukrainienne du nom de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, autrement dit l'UPA. De triste mémoire, je vais vous raconter ça, une référence sans ambiguïté à une organisation nationaliste fascisante de la Seconde Guerre mondiale, tenue pour responsable de la mort de 100 000 civils polonais, je dis bien 100 000 en Wallonie, ce que la Pologne considère comme un nettoyage ethnique, c'est que 100 000 Polonais, et un génocide, et ce que l'Ukraine, je le précise, reconnaît. Elle reconnaît le massacre de 100 000 Polonais, mais refuse le mot de nettoyage ethnique ou de génocide, préférant parler d'un conflit tragique dans un contexte de guerre. Mais alors, le malheur, attendez, mais c'est pas le malheur, c'est que ce n'est pas la première fois. C'est pour ça, là, vraiment, moi, mon souci est là, parce que je pense que je vous ai déjà parlé ici de celui qui a fondé l'UPA, donc l'armée insurrectionnelle ukrainienne, qui a un héros en Ukraine, c'est Stepan Bandera, qui était le dirigeant d'un mouvement nationaliste ukrainien, fascisant, violemment anti-soviétique, mais aussi antisémite et xénophobe, faut le dire, qui a collaboré avec l'Allemagne nazie en 1941 pour arracher l'indépendance de l'Ukraine. C'est son mouvement et son bras armé, donc le fameux UPA, qui sont accusés donc du massacre de ces Poloniens, mais aussi de graves implications très actives, disons-le franchement, de la Shoah par balle, donc de massacres, les premiers massacres de masse de Juifs. L'implication personnelle, c'est-à-dire que si Bandera était physiquement présent au moment de la Shoah par balle ou au moment des massacres, enfin, je veux dire, son implication personnelle, la physique, est encore débattue par les historiens. Par contre, aucun débat sur Roman Shukhevych, qui commandait la police auxiliaire 201 au service de l'appareil SS nazi, qui a été à la tête des opérations de répression sanglantes en Biélorussie. C'est lui qui est devenu le chef de l'UPA, et donc c'est lui qui porte clairement la responsabilité. Mon malheur, c'est que ces deux bonhommes, il y a encore des noms de rues qui leur sont dédiés, il y a encore des statues, et c'est ça, en Ukraine. Et c'est ça, ces deux figures, que les choses soient, et vraiment, là, on a besoin de nuances. Pourquoi est-ce que Zelensky les promeut au point de nommer une unité UPA Parce que ce sont deux figures fondamentales
historique de l'indépendance ukrainienne et de la lutte pour l'indépendance ukrainienne. Et qu'au nom de cette sacro-sainte lutte pour l'indépendance ukrainienne, ce que j'entends, les zones d'ombre, et là je reste très poli, le nationalisme, là je parle de 2 personnes qui ont vanté le nationalisme ethnique, donc qui étaient d'accord avec l'organisation hiérarchique des peuples selon l'origine ethnique, donc exactement ce que pensaient les nazis, qui se sont compromis jusqu'au coude, pour ne pas dire le cuir chevelu, avec les nazis. Et c'est ça, c'est que le nationalisme ukrainien a bien sûr besoin de ces figures-là, mais le malheur, c'est que pour résister à cette agression russe, elle va chercher aussi dans les zones les plus sombres de son histoire. Mais que les choses soient claires, et c'est ça, je pense qu'il faut tenir comme ligne de crête, rien, et je dis bien rien, ne justifie l'agression de l'Ukraine par Poutine et sa tentative de dénazification. Zelensky n'est pas un adorateur de nazis, c'est l'expression qu'utilise Medvedev, l'ex-président qui est le plus hargneux dans ses commentaires, mais le fait de reconnaître le fait qu'il n'y a pas de dénazification, que le délire de Poutine est une fake news, ne veut pas dire fermer les yeux sur une réalité historique. Nous pouvons évidemment tendre la main à Kiev tout en lui demandant de ne pas baptiser ces régiments du nom d'une armée à la solde des nazis eux-mêmes, et d'offrir un argument, ce qui est quand même... c'est pour ça que je vous parle de bourde. Et... en gros, c'est pour ça, c'est que vous aviez tout à fait raison au début, c'est que ce qui se joue, c'est pas une guerre de protocole, c'est pas une petite engueulade entre diplomatie. Non, c'est vraiment, et ça, voilà, je n'arrêtais pas de penser à Marc Bloch. Moi, j'ai lu très en dernier la fameuse Étrange défaite, qui est même pas son titre. Moi, j'ai fait des études d'histoire. C'est comme médiéviste que je l'ai connu d'abord, et c'est un immense médiéviste. C'est-à-dire, tout ce que j'ai lu sur le Moyen Âge, tout ce que je sais, c'est grâce à Marc Bloch. Et donc, je pensais à cette histoire de cicatrices de la Seconde Guerre mondiale, et il faut accepter que les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale ne se referment jamais. On n'arrivera jamais à les refermer. Il suffit de très peu pour les réouvrir, et c'est normal. Parce que là, dans ce cas-là, il y a 100 000 Polonais massacrés. Il y a des centaines de milliers de Juifs qui nous regardent à travers 80 ans d'histoire et qui réclament leur place dans le récit historique ukrainien. Et je pense que ce n'est pas une injure aux Ukrainiens et à la grandeur de leur combat pour l'indépendance contre la Russie et leur courage de leur donner raison à tous ces morts. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il doit y avoir d'autres héros constitutifs. Oui, mais ceux-là ont été les premiers, vraiment. Et que là, il y a peut-être une forme de désinvolture. Non, quand Zelensky fait ça, c'est de la politique intérieure. Oui, c'est ça. Il parle à des franges de son électorat et des Ukrainiens. Il n'est pas dans une situation politique intérieure très confortable, vous le savez, il est toujours très contesté malgré tout. Et en fait, il parle à une partie très nationaliste qui existe, qui aussi fournit des militaires sur le terrain. Et donc, il doit parler à tout le monde. Et quand il fait ça, il ne peut pas ne pas savoir. Quand il a fait une avenue Bandera, il y a 1 an ou 2, ça a déjà déclenché un immense scandale. Mais donc, appeler un régiment du nom du pire régiment. Et puis alors que la Pologne a été exemplaire dans l'accueil des réfugiés ukrainiens dans les premières années. Donc, on va pas parler des crimes des Polonais et de leur histoire. Ah oui, mais bien sûr. Non, là, on va pas aller là-dessus parce que ce que je veux dire, c'est que les cicatrices, vous avez raison. Mais les Polonais en ont bien un petit compte. Mais oui, il le fait pour des raisons de politique intérieure et pour élargir son assise en temps de guerre. Mais évidemment, il perd, et effectivement, c'est une région dans laquelle les noms des batailles, le nombre de morts restent à jamais inscrits dans les mémoires. Non, et d'autant plus que je reste persuadée que c'est en temps de guerre qu'on prépare la paix et la couleur qu'aura la paix. Et que même si je comprends la démarche vis-à-vis de l'intérieur, aller flatter ce qu'il y a comme idéologie de pire en Ukraine, je suis pas sûre que ce soit baliser le plus intelligemment l'avenir. Merci à vous 3 pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir suivis.